À présent, au dernier panel du forum. Le panel est intitulé Research for Resilient Future, Driving Sustainability Through Knowledge. Et il est animé, ou modéré plutôt, par Nelly Ryan. Nelly Ryan... bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette session intitulée Research for Resilient Future, Driving Sustainability Through Knowledge, un thème qui résonne aujourd'hui plus que jamais dans un monde de crises multiples, sanitaires, écologiques, climatiques et économiques. Alors, notre objectif aujourd'hui est vraiment de croiser les regards de haut niveau autour d'une conviction forte. La connaissance est un levier central de résilience. Et pour cela, nous garderons en toile de fond une approche intégrée, celle du One Health, qui relie la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale ainsi que le développement durable. Alors nous avons le privilège d'avoir autour de cette table 6 intervenants de premier plan. Nous avons Monsieur Djorlaf Ahmed qui est avec nous en visioconférence, qui est ancien secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique ainsi que coprésident du comité préparatoire de l'accord de Paris sur le climat. Nous avons aussi professeur Derar Fawzi, directeur de l'Institut Pasteur, Madame Leshhab Selma, maître de conférence à la faculté de Blida et spécialiste en santé environnementale et économie, professeur Benlabiad Morad, expert en architecture, professeur Benia Mohamed Haj, du Centre de recherche en mécanique, et professeur Ben Abbas Shawqi, directeur du Centre de recherche et aménagement du territoire. Monsieur Djorlaf, est-ce que vous nous recevez ? Absolument. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Djorlaf, on va commencer par vous. La double crise que sont le changement climatique et l'érosion de la biodiversité constitue aujourd'hui une menace croissante pour la santé humaine. Selon vous, en quoi ces deux dynamiques fragilisent-elles nos équilibres sanitaires et que nous disent-elles de la vulnérabilité de nos sociétés face à ces chocs d'origine environnementale ? Merci infiniment pour cette question. Je ne suis pas un médecin, mais vous pouvez me corriger si je me trompe, mais selon l'OMS, la santé est définie comme étant un état complet de bien-être physique, mental et social, bien sûr, et cela ne suffit sans qu'il n'y ait de maladie ou d'infirmité. Donc, santé physique, il faut bien se nourrir, n'est-ce pas? Il faut bien s'hydrater, n'est-ce pas? Et il faut bien respirer. Se nourrir, l'OMS nous dit qu'il faut 5 fruits et légumes par jour, du laitage et puis du glucide complexe, donc des céréales complètes. Tout ça nous est donné par quoi? Par la nature, ce que les scientifiques appellent la biodiversité. L'eau, pour s'hydrater, 1,5 litre par personne, nous est donnée par quoi? Par la nature. Les tourbières, les zones humides purifient l'eau, comme les crustacés purifient les océans et les mers. Et respirer, ça nous est donné par quoi? Par la nature, par la biodiversité. Pour chaque respiration de l'être humain, nous devons une respiration aux forêts et une autre respiration aux océans. Nous utilisons à peu près 7000 plantes pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous soigner. La nature, c'est une pharmacie à ciel ouvert. 9 des 10 médicaments les plus vendus, et corrigez-moi Nelly si je me trompe, sont issus de la nature. 70% des médicaments anticancéreux sont issus de la nature. J'ai derrière moi le pothos, là, cette plante que tout Algérien ou tout citoyen doit l'avoir. D'après la NASA, 73% des éléments cancérigènes qui se trouvent dans l'atmosphère sont absorbés par cette plante. C'est un véritable purificateur. Et la NASA ne lance aucun engin sans qu'il y ait cette plante qui purifie l'air, qui absorbe l'humidité et qui donne
de l'oxygène, bien sûr. Donc, cette nature, heureusement, je prends un autre exemple. Une fois, j'étais en train de marcher au jardin d'essai, et il y avait un préposé qui était en train de ramasser des feuilles mortes. Donc, je me suis présenté et je l'ai approché. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites de ces feuilles mortes d'un arbre? C'est le chérimoula. Il m'a dit qu'il le donnait à une femme dont l'enfant qui avait 11 ans était atteint de cancer. Et elle lui faisait des tisanes. Et lorsque l'enfant a fait son check-up, les médecins étaient étonnés. Ils ont demandé à la mère, qu'est-ce que vous lui donnez par rapport aux autres enfants dont le cancer avait été avancé. Et donc, et puis le chérimoula est connu comme étant un fruit anti-cancer. Chez nous, nous avons une biodiversité assez riche, 27 000 plantes recensées et faunes. Mais nous avons par exemple le chèvre, l'ambroise en français. Mais le chèvre, bon, c'est contre l'anxiété, contre améliore la digestion, mais aussi contre le diabète, mais aussi a des effets anticancéreux. Il en va de même de notre route du désert Aja. Le savon du désert, Ajan, comme on l'appelle localement, qui a également, selon l'université de Merbah, de Ouvila, a des effets anticancéreux. Et toute cette beauté de la nature, il y a un lien ombilical entre la santé des écosystèmes, la santé de la nature et la santé humaine. Par exemple, lorsqu'on se promène dans la nature, les plantes émettent un composant organique qui permet de protéger contre les pathogènes aéroportés. Et lorsqu'on respire ce composé organique, cela renforce notre système immunitaire et renforce la production de globules blancs. La nature, c'est un antidépresseur naturel. Il accroît nos sens, les 5 sens, et puis le vert, la couleur verte, calme l'esprit et l'anxiété. Le bruit des vagues calme notre esprit. Malheureusement, cette vie, parce que la biodiversité c'est la vie, est menacée du fait de l'homme. Durant le demi-siècle écoulé, l'homme a modifié son écosystème et l'environnement de façon si rapide et si profonde et cela n'a pas été le cas à aucune période comparable de l'humanité. Le taux de déperdition de la biodiversité à l'heure actuelle serait de 10 à 100 fois supérieur au taux naturel. Il y a un certain nombre de facteurs, la démographie galopante, l'urbanisation accélérée, etc. Mais je m'arrêterai à 2 facteurs importants pour moi, la pollution, soit agricole ou atmosphérique, et les changements climatiques. Bon, commençons par la pollution agricole, par les pesticides, qui sont cancérigènes, d'après l'OMS, c'est cancérigène, c'est toxique, et il y a 400 millions de tonnes de plastique, en sus des pesticides, des plastiques qui sont produits, et 90% se retrouvent dans les océans et les mers, et ils se retrouvent dans notre assiette. Les microplastiques, c'est l'une des nuisances les plus graves en ce qui me concerne, et c'est pour cela qu'il y a à l'heure actuelle des négociations en cours, et la dernière session aura lieu en août à Genève pour avoir un traité international pour arrêter ou limiter la production de plastique. Donc ces nanoplastiques, ces microplastiques se retrouvent dans notre assiette, ils se retrouvent dans notre corps, et affectent même les enfants à naître. Et ils se retrouvent dans notre cerveau, donc ça crée des AVC, ils se retrouvent dans notre plasma, dans les organes, et ça crée des problèmes de santé. La pollution atmosphérique, nous respirons un air très pollué. À Alger, le taux de pollution est de 4 fois plus supérieur qu'à la normale. Et nous savons que la pollution atmosphérique tue 60% du parc de voitures en Algérie, c'est du diesel. Et le diesel émet ce qu'on appelle les PM, particules matières 2,5, qui sont tellement fins, qui s'incrustent dans notre poumon, dans nos poumons, et créent le cancer. Il y a 10 millions
de personnes qui consultent en Algérie des problèmes respiratoires. Et donc, ça, bon, aggravé par les changements climatiques. Le panel précédent parlait de carbone et de CO2, et tout ça, bon, c'est dû au changement climatique et aux effets de l'homme. Et c'est pour cela qu'il y a eu l'accord de Paris. Mon temps est limité, donc je voudrais juste terminer par ça. Il y avait France Fanon qui disait que chaque génération doit découvrir sa mission, soit l'honorer, soit la trahir. Et je suis de ceux qui pensent que la mission actuelle de cette génération, c'est de cette conscientisation environnementale. Il y a un autre problème qui dit lorsqu'on rêve seul, ça demeure un rêve. Mais lorsqu'on est plusieurs à rêver, ça devient une réalité. Donc j'ose espérer que votre forum, et je salue les initiateurs de cette initiative, que dans le temps est venu, soit un incubateur de cette nouvelle réalité et que tout un chacun doit s'impliquer pour la protection de notre environnement, car protéger la nature, c'est protéger la vie sur Terre et protéger notre vie et celle de nos enfants. Et encore une fois, merci pour cet honneur et je souhaite plein succès à vos travaux. Merci beaucoup, Monsieur Djurlaf, pour cette vision stratégique. Nous reviendrons vers vous par la suite. Alors, en parlant de menaces sur le terrain, ces menaces prennent aussi la forme de crise sanitaire. Pour en parler, nous avons le professeur Derar Fawzi, directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie. Alors, professeur Derar, vous êtes au cœur de la veille sanitaire nationale. Quelles sont aujourd'hui les grandes menaces émergentes que vous observez et comment peut-on renforcer la résilience de nos systèmes de santé face à ces risques multiples? Merci d'abord pour l'invitation. Si on veut revenir sur le cœur du débat qui est l'approche Une seule santé, l'approche One Health, parce que c'est le sujet phare actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, toutes disciplines confondues, on sait ce que c'est le One Health et chacun a une idée particulière à lui. La problématique actuelle, c'est que chacun a une vision qui est propre à lui. Et ce qu'on observe actuellement en amont de cette problématique, c'est que tous les gros problèmes commencent dans la faune sauvage et finissent chez l'homme. Et donc il y a une certaine approche qui est l'approche One Santé qu'il faudra matérialiser sur terrain par la prise de certaines actions spécifiques. Quand j'ai dit cela, il faut avoir en idée qu'un des fléaux majeurs qui représente une grande menace pour la santé publique dans les années à venir sont la résistance aux antibiotiques, par exemple. La résistance aux antimicrobiens plus en général, parce qu'il s'agit de la résistance aux antibiotiques, mais contre aussi certains antimicrobiens dirigés contre les virus et les parasites. Cette résistance aux antimicrobiens, en dehors du fait que si elle se maintient à des niveaux élevés comme actuellement, représente une grande entrave dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'objectif durable du bien-être, de la sécurité alimentaire, de la croissance économique et de la pauvreté. À côté de cela, vous avez dans les scénarios les plus pessimistes par des projections économiques, vous avez d'ici, tel que le rapporte l'OMS, d'ici 2050, une diminution du PIB mondial de 3,8%. Dans les scénarios les plus optimistes, vous avez 1,1% de PIB, ce qui est énorme en termes de santé, à côté des dépenses de santé majeures. Donc il faudra, à côté de la résistance aux antimicrobiens, vous avez d'autres menaces que sont par exemple la grippe aviaire qui touche aussi bien l'animal à l'homme. Vous avez aussi, on a vu, on sort d'une grosse pandémie qui est la pandémie de SARS-CoV-2 et j'aimerais bien prendre ça comme modèle parce que la question qui se pose actuellement entre les différents experts au niveau de l'OMS, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter une pandémie de cette ampleur et quels sont les outils qu'on peut apporter. Et là, on revient vers l'aspect initialement One Health, parce qu'on sait que chez les animaux, la faune sauvage, ça s'est développé au départ, pour atteindre ensuite quelques animaux domestiques, pour arriver in fine chez l'homme. Et donc, penser par une approche One Health, c'est penser in fine au bien-être collectif. Et c'est pour cela que la réponse qui, à mon avis, doit être donnée à cela est une réponse qui doit prendre trois piliers principaux, que sont les piliers de la recherche, et sont les piliers du contrôle, il s'agit de contrôle, et les piliers de l'enseignement.
Dans la recherche, à titre d'exemple, si on regarde dans la faune sauvage, on sait qu'actuellement, les écosystèmes sont dégradés. Et donc, si les écosystèmes sont dégradés, il y a des pullulations microbiennes qui arrivent dans la faune sauvage. Et donc, ces pullulations microbiennes, cette pression qu'ils exercent dans la faune sauvage, rend ces agents microbiens plus proches de l'homme. Et ça traverse ce qu'on appelle la barrière des CES. Et donc, les mécanismes ou la recherche doit être orientée vers cela d'abord pour essayer de contrôler au départ et d'éviter ces paramètres d'espèces qui arrivent in fine à la pandémie. D'un autre côté, dans les stratégies de diagnostic, c'est de mettre en place des outils diagnostiques qui, à la fin, en bout de chaîne, permettent de caractériser sur le plan, par exemple, moléculaire, certains agents qui aident à prédire. Par exemple, actuellement, on sait que la surveillance de certains pathogènes dans les eaux usées, et ça c'était un trop gros programme de l'OMS, on surveille certains agents dans les eaux usées pour essayer d'anticiper certaines épidémies qui peuvent arriver plus tard. On sait par exemple, dans la pandémie SARS-CoV-2, on sait que trouver le virus dans une augmentation de ces populations microbiennes dans les eaux usées d'assainissement est un prélude à l'apparition d'une épidémie chez l'homme humain. Et ça, c'est valable pour d'autres agents microbiens. Donc, les recherches doivent s'axer à intégrer. Et donc, le message, c'est que l'écologue qui voit les problèmes dans la santé environnementale a une valeur inestimable dans sa recherche. Le médecin vétérinaire qui observe comment s'infectent les aliments à son niveau, il a une vision qui est importante dans le monde animal. Le clinicien, quand il voit comment s'infectent les hommes et comment traiter les hommes diagnostiqués, lui aussi a une vision très très importante. Donc, tout réside dans la façon de travailler tout ce beau monde-là dans une seule direction qui est in fine le bien-être collectif de tout le monde. C'est ça, alors justement, comment mieux articuler la recherche, la veille épidémiologique et la coordination intersectorielle pour une approche One Health concrète? Exactement. Toute la problématique, la difficulté est d'essayer de faire travailler tout le monde dans le même sens. Parce que c'est des visions, comme on l'a dit, différentes, mais qu'à la fin, c'est le bien-être collectif qui est en jeu. Et donc, à partir du moment, tous les programmes de recherche, par exemple, doivent être menés dans une direction qui permette d'avoir une seule réponse, qui est collective. J'ai dit tout à l'heure, la recherche dans l'environnement doit s'articuler sur comment l'effet de cette dégradation de l'écosystème sur les populations microbiennes, par exemple, dans la faune sauvage. Derrière, par exemple, un outil de réponse, c'est d'essayer de recréer des systèmes qui vont remettre les populations microbiennes, les flores commensales. L'enseignement aussi qui est un des piliers, c'est d'enseigner cette approche One Health qui va rapprocher les différents intervenants dans la même direction. Parce que la bactérie, à titre d'exemple, qui produit un mécanisme de résistance contre les antibiotiques chez la faune sauvage, ce mécanisme de résistance, cette bactérie, va se retrouver aussi chez la faune domestique et peut se retrouver chez l'homme. Et donc, une des manières d'approcher cela, c'est de coordonner, de conjuguer cela à travers les enseignements pour préparer pour demain les outils de prise à la décision pour le politique. Parce que le politique décide sur des bases qui sont scientifiques de recherche, mais ici sur des stratégies de contrôle, et cette stratégie de contrôle s'appuie, comme on l'a dit, sur les différentes données de la recherche et de la science qui peut en même temps. Mais le cœur du problème de l'ONU, c'est de travailler tout le monde ensemble, et ça demande du temps, parce que comme on l'a vu dans la pandémie de Covid, il s'agit d'une réponse qui est transfrontalière. Donc si on pense qu'on peut faire une réponse territoriale, c'est une erreur monumentale parce que c'est tout d'abord une santé globale. Merci beaucoup, professeur Derard, pour cet éclairage opérationnel. Alors, ce que vous venez de décrire, justement, a des implications, a de fortes implications, non seulement sanitaires, mais aussi économiques. C'est justement ce que nous allons explorer maintenant avec Madame Selma Lechheb, spécialiste des questions de santé environnementale et d'économie. Alors, Madame Lechheb, comment traduit-on la durabilité en indicateur économique concret? C'est-à-dire, selon vous, dans quelle mesure les crises environnementales ou sanitaires sont-elles aujourd'hui intégrées dans les modèles économiques et les politiques publiques? Bonsoir. Donc, merci pour l'invitation. Concernant la question que vous m'avez posée, donc, est-ce que les crises sanitaires sont réellement intégrées dans les modèles macroéconomiques et les modèles de croissance? Je dis non, pas suffisamment, même s'il y a des progrès qui sont notés, donc, mais ça reste que c'est insuffisant par rapport à l'urgence écologique.
Donc, il y a des avancées, il y a des progrès qui sont notables, donc on doit les souligner, tels que, par exemple, on trouve des institutions comme le FMI, la Banque mondiale ou l'OCDE, donc qui intègrent les enjeux de développement durable dans leur analyse. Il y a aussi certains pays qui commencent à utiliser la comptabilité verte ou le PIB ajusté. Donc c'est des indicateurs qui commencent à être utilisés, mais de manière quand même reste insuffisante. Mais il y a toujours des obstacles qui empêchent donc l'utilisation de ces indicateurs. Donc les obstacles, d'abord on parle que le PIB reste donc l'indicateur central, alors que le PIB favorise une croissance malgré que s'il y a une surconsommation des ressources, donc il ne doit pas être le seul indicateur utilisé. Il y a aussi les modèles macroéconomiques classiques, donc linéaires sont toujours linéaires, ils ne prennent pas en considération la boucle rétroactive économie et environnement. Il y a aussi un décalage entre les discours des décideurs, donc même si les décideurs parlent de durabilité, mais on ne trouve pas en contrepartie, elle n'est pas vraiment, on ne peut pas toucher donc ces durabilités dans les budgets ou les subventions. Donc on trouve que toujours il y a des subventions des énergies fossiles toujours élevées dans plusieurs pays. Donc c'est pour ça donc on ne peut pas dire qu'il est vraiment pleinement intégré dans les modèles macroéconomiques. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment les bons outils finalement pour mesurer le coût réel de l'inaction environnementale? La question, c'est? Est-ce qu'on a les bons outils pour mesurer le fait que l'impact de ne rien faire finalement? L'impact de rien. Comment? Oui, des indicateurs. Oui, on a des indicateurs pour mesurer l'impact. Donc, il y a plusieurs outils économiques qu'on peut utiliser pour mesurer le coût des crises sanitaires. Donc, comme la méthode ABC, donc qui compare par exemple le coût de la crise en comparaison avec le coût de la prévention. C'est on fait une prévention et le coût de la crise. Il y a aussi la méthode, par exemple, des coûts évités. Donc, combien on a pu économiser si la crise n'avait pas eu lieu. Donc, il y a aussi la comptabilité verte, donc qui permet, par exemple, si un pays, par exemple, décide de couper une forêt, le PIB va augmenter nécessairement parce qu'il y a une activité économique, mais en contrepartie, il y aura d'autres pertes telles que la biodiversité, la réduction de stocks naturels de carbone, etc. Ces pertes ne sont pas intégrées dans le PIB, mais la comptabilité verte les intègre, les chiffres et les intègre. Donc, il y a des outils donc, qui permettent ça. Parfait, merci beaucoup Dr Lachab. Alors vous avez soulevé justement un point très important. J'invite maintenant le professeur Benlabiod Morad à nous partager sa vision du lien entre le savoir scientifique et transformation sociétale. Alors ma question, professeur, comment renforcer l'impact des axes de recherche sur les grandes priorités de résilience et comment mieux justement connecter les chercheurs, les décideurs et la société civile? Très bien, merci beaucoup. Préalablement, donc, je voudrais d'abord exprimer mes sincères remerciements au bureau de Skander & Co. et lui témoigner toutes mes félicitations quant à cette réussite de cet événement qui, il faut le dire, a réussi à réunir un panel de haute facture. Voilà. Mes remerciements s'adressent également à Madame Kenzali, qui a déployé d'énormes efforts pour réussir également cet événement. Alors, notre question, depuis ce matin, nous tournons autour de la question de la résilience. La résilience, d'abord, il faut la qualifier. Et si on devait qualifier cette résilience, et puisque nous parlons de l'Algérie, je pense que c'est un des qualificatifs qui s'adresse le plus à l'Algérie. Notamment parce que ce serait le meilleur qualificatif, réagir à des situations critiques, voire par moments dangereuses, et en sortir avec une qualité encore plus forte.
au sujet de votre question, comment renforcer l'impact de la recherche? Je pense que sur cet aspect-là, beaucoup d'interventions ont été émises, mais elles se résument en fait à 3 points. Le premier point, c'est d'abord identifier les solutions critiques. Nous avons parlé de biodiversité, nous avons parlé d'écologie, nous avons parlé d'économie d'énergie, nous avons parlé de déforestation, d'ensablement, etc. Donc d'abord, il faut identifier ces situations. Le deuxième aspect, c'est les étudier intelligemment les solutions, sans précipitation, sans énervement, et aller vers des solutions intelligentes. La troisième, et c'est ce qui fait parfois défaut, c'est de mettre en exécution ces mêmes solutions. Ceci est très important dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, compte tenu de toutes les situations critiques que vivent et le monde, et plus particulièrement l'Algérie, parce que je pense que la priorité doit d'abord s'adresser à notre pays. La connexion des chercheurs et de la société civile. Je pense que ceci est une évidence. La société civile doit impérativement s'adresser au temple du savoir. Le temple du savoir aujourd'hui, il est où? Le temple du savoir est au niveau des centres de recherche. Il est au niveau des universités, et il ne peut y avoir aucune connexion si ce premier pas n'est pas fait par la société civile. Voilà. Merci. Alors justement, pensez-vous que certaines disciplines doivent apprendre à mieux coopérer pour répondre justement à ces défis transversaux? Ben écoutez, la connexion doit se faire de fait. Pourquoi? Parce que comme disait notre ami le directeur de l'Institut Pasteur, il y a des répercussions à plusieurs stades et à plusieurs niveaux. Je n'irai pas sur le domaine médical qui n'est pas le mien, j'irai peut-être sur un secteur que je connais bien, qui est l'architecture et qui est l'urbanisme, et je parlerai de quelque chose qui est très terre, qui est le secteur de l'éclairage public, par exemple. L'éclairage public, aujourd'hui, beaucoup de gens, bon, c'est vrai qu'on éclaire nos villes, mais sans véritablement évaluer certains facteurs. Aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, nous parlons de pollution lumineuse. Alors, pollution lumineuse, on me dirait que c'est peut-être un titre assez pompeux, mais la lumière est produite par l'électricité. L'électricité, nous le rappelait tout à l'heure Monsieur le ministre, est produite par des turbines à gaz, et beaucoup de lumière agit sur les finances et l'économie, beaucoup de lumière interviennent sur la biodiversité. La biodiversité concerne trois secteurs. Il concerne l'humain, il concerne la faune, et il concerne la flore. L'humain a besoin d'un éclairage bien étudié. Parce qu'au-delà de suréclairage, nous allons vers des problèmes de santé. Une personne qui est constamment sous une intensité lumineuse ne peut plus produire de la mélatonine. Cette mélatonine est l'hormone du sommeil. Si on ne dort pas, regardez les facteurs. Certains spécialistes disent que probablement une des sources de la consommation de toutes ces drogues revient au manque de sommeil. L'influence sur la faune, c'est qu'il n'y a plus de reproductivité. L'influence sur la flore, la photosynthèse ne se fait plus. Vous voyez, donc c'est une série de toutes des activités qui sont en cascade, qui font qu'il est impératif qu'il y ait cette connexion entre eux. Mais tout ceci, encore une fois, je reste convaincu que ça ne peut venir que du temple du savoir, l'université, et qu'il y ait une écoute et des décideurs pour prendre les bonnes solutions les plus intelligentes. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Belabiat, pour votre intervention très pertinente. Alors, parlons maintenant d'un autre pilier majeur de la résilience, qui est l'innovation technologique. Je me tourne maintenant vers le professeur Benia Mohamed Haj, du Centre de recherche en mécanique. Alors déjà, pouvez-vous nous parler un peu de votre centre de recherche, et puis aussi, dans quelle mesure l'ingénierie et l'innovation peuvent-elles soutenir un avenir plus durable? Je vous remercie, madame. Et premièrement, je remercie Skandar Eco pour cette honorable invitation, parce que ça nous fait vraiment honneur, et aussi pour ce forum de très haut niveau à laquelle on participe avec fierté. Et, voilà. Concernant votre question, elle est bien sûr l'innovation et l'ingénierie sont le levier du changement et de transformation vers un développement plus durable et plus résilient. Et aussi, si je reviens aussi à la présentation du CRM, d'ailleurs, du Centre de recherche en mécanique, il travaille justement pour un développement, une économie plus durable. Et d'ailleurs, la résilience est une propriété mécanique des matériaux. Voilà, et la résilience, travailler pour un environnement et un développement plus résilient. Comme j'ai dit, l'innovation, l'innovation surtout pour sa définition, l'innovation, c'est des idées qui ont un impact économique et qui sortent, qui transforment l'idée vers un marché, vers l'industrie, il faut qu'il y ait un impact économique, sinon on ne l'appelle pas une innovation. Et voilà, comme j'ai dit, l'innovation, c'est le levier. Elle peut jouer sur tous les plans, pour trouver des solutions à des problématiques. Oui. Oui, justement, c'est-à-dire que comment la recherche peut-elle contribuer de manière concrète à renforcer nos capacités de prévision, de résilience et de durabilité? Oui, c'est la force de la réflexion et, comme a dit, le temple du savoir, parce qu'il faut qu'on ait les connaissances pour comprendre, pour assimiler ce qui se passe, pour comprendre les problématiques du terrain réel et trouver des solutions à ces problématiques. Côté mécanique, comme le Centre de recherche en mécanique, il est national, il traite de la biomécanique, il traite aussi des matériaux, de la conception, de la fabrication, et tout cela sont utilisés par exemple pour les matériaux, réduire le poids, la légèreté des structures, avoir des matériaux qui, pour leur production, on n'a pas besoin de l'énergie, c'est-à-dire moins coûteux en énergie, et aussi avoir des systèmes optimisés en énergie, aussi production de carbone. Voilà, l'innovation a plusieurs impacts et voilà, elle touche tous les secteurs et parmi eux la mécanique. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple de projet particulièrement inspirant? Vous m'avez parlé tout à l'heure des stations météorologiques. Voilà, oui. Maintenant, pour les changements climatiques, le changement climatique, on a besoin de données pour comprendre ce qui se passe et dans quelle direction notre climat va. Et on a besoin de données. Et pour avoir ces données, il faut des capteurs. Et dans ce cas-là, il faut des stations météorologiques. Et le Centre de recherche en mécanique a vu cela depuis quelques années et a développé des stations météorologiques beaucoup moins chères de ce qui est importé. Et parce que la norme européenne, c'est une station, surtout pour la pluviométrie, parce qu'il y a le risque inondation, les risques majeurs, et il faut aussi avoir l'alerte précoce. La norme européenne, c'est une station pluviométrique par kilomètre carré. Et aussi ici, si je vous dis combien il y a de stations météorologiques entre Alger et Constantine, vous me direz, je vous dirais peut-être qu'il y a très très peu, alors que c'est station fiable. Voilà, il faut qu'elle soit fiable, que les données soient fiables. On joue sur cela aussi, et on joue avec le Centre de recherche en aménagement de territoire sur des idées innovantes
contre la désertification et l'ensemblement des routes et tout. On a des solutions et on va les déployer, Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur, pour cette C'est moi qui vous perspective technique. Alors, terminons ce tour de table par une approche territoriale avec le professeur Ben Abbas Chawqi, directeur du Centre de recherche en aménagement du territoire. Alors, professeur, à l'échelle du territoire, comment construire une véritable culture de la résilience face aux crises? Et en quoi la recherche peut-elle y contribuer de manière concrète? Merci. Tout d'abord, à mon tour de remercier Skandar et son équipe pour l'invitation et pour la réussite de l'événement. Un grand merci. Je reviens à votre question. Alors, nous avons un territoire très vaste et notre population a depuis longtemps, depuis la préhistoire, subi beaucoup de chocs. Et à chaque fois, notre population, alors des chocs venant de mère nature, de la nature, ou de certaines d'autres populations. Et notre peuple, à chaque fois, a réussi à se relever de ces chocs. Est-ce que notre peuple est résilient? C'est une question qui reste à débattre. Bon, vous parlez de culture de la résilience. Avant de parler culture de la résilience, moi je préférerais le terme de culture du risque qu'on doit mettre en place à différentes échelles de notre territoire. Et pouvoir mettre cette politique ou cette culture du risque, il faudrait peut-être identifier, délimiter, caractériser, inventorier les différents types de risques. Alors, et si possible, cartographier, parce que ce soit les épidémiologistes ou autres médecins, quand il y a une alerte, ils ont besoin d'outils d'aide à la décision, surtout les cartes. Les cartes, ça sert énormément. Aussi, il faut apprendre des autres. Nous vivons sur une planète, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières, et les risques ne connaissent pas les frontières aussi. Alors, moi je pense que l'épisode Covid a été une aubaine, malgré les pertes. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de voir, de connaître nos limites, nos compétences et la réaction ou la réactivité de nos décideurs, de notre population et de notre société civile aussi. Alors, vous avez posé la question là, le rôle des chercheurs. Les chercheurs pendant le Covid, les laboratoires, les chercheurs, les centres de recherche ont fourni beaucoup d'efforts. Je pense que le professeur Derar est au courant, mais malgré le contexte, moi au niveau de Constantine, et à l'époque j'étais vice-recteur, il y avait une université avec une faculté de médecine et une école de biotechnologie qui ont aussi, grâce à la diaspora, l'aide de la diaspora et à la société civile, ont pu mettre en place un dispositif de dépistage. Et c'est vrai que ils ont eu, après le parrainage et l'accompagnement de l'Institut Pasteur. Donc, il y a eu un rôle et les gens ont fait de leur mieux. Mais pourquoi tout ça? Et après le Covid, beaucoup de chercheurs ont pris du temps pour analyser, pour étudier ce qui s'est passé. Parce que la population, et c'est un réflexe des Algériens, juste après le choc, on oublie. Et on fait tout pour tourner la page. Mais il y aura d'autres Covid, je pense.
Et les Covid ou ce genre de pathologie ou de maladie, c'est comme les autres risques naturels, comme le séisme, c'est cyclique. Et le séisme revient. Donc, et on n'oublie pas qu'il y a 14 risques majeurs en Algérie. Donc il faut se préparer à partir des expériences de ce qui nous a touchés ou de ce qui a touché nos voisins ou d'autres populations. Merci. Alors justement, d'un point de vue pratique, comment articuler la préparation scientifique avec les résultats, les réalités du terrain et des collectivités locales? Les collectivités locales, ce sont les acteurs, les principaux acteurs quand il y a une catastrophe, quand il y a un événement de ce type. Et c'est vrai que ce soit le MICLAT, ministère de l'Intérieur, ou au niveau des universités, on essaye de sensibiliser, de former et de travailler justement sur les plans d'urgence, les plans hors sec, etc. Et je rejoins là mon ami Haj Benia pour dire qu'il faut aller vers la sensibilisation et il faut aller vers l'alerte précoce. Que ce soit au niveau des catastrophes sanitaires ou autres. Il faut travailler sur des outils pour comprendre et se préparer avant la catastrophe. Merci. Merci beaucoup, merci professeur Ben Abbas. Alors merci infiniment à chacun de nos intervenants pour la richesse et la profondeur de leur contribution. Ce panel était le dernier de la journée. Il a permis, je crois, de rassembler tout ce que nous avons cherché à construire tout au long de ce forum, des ponts entre la recherche, la santé, l'environnement, l'économie et l'innovation. À l'heure des incertitudes, ce que nous avons vu aujourd'hui nous rappelle justement que le savoir est l'un des outils les plus puissants que nous ayons et pour ne pas subir l'avenir mais pour le façonner. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Madame Sarah Cherif. Merci donc à tous pour cette journée très enrichissante, ce forum très enrichissant. Merci pour votre participation active, pour votre engagement, votre dévouement également. On termine avec Monsieur Sassi Mohamed, que j'invite pour un mot de fin. Encore une fois, merci à tous ces courageux qui sont encore là et qui ont écouté tous les intervenants. Alors mon dernier mot, c'est tout d'abord pour vous, honorable audience, pour vous présenter mes remerciements, non seulement pour ce forum mémorable, mais aussi pour le privilège d'être parmi vous, avec vos interventions et qui ont animé ce forum. Et je dois aussi remercier Sarah parce que c'est très très difficile lorsque vous avez une trentaine d'intervenants d'origine algérienne, sachant les difficultés qu'on a parfois à s'écouter. Merci encore. On peut l'applaudir d'ailleurs si vous voulez bien. Elle le mérite. Alors moi, personnellement, je vous remercie avec humilité et gratitude parce que cet événement, quand je vous regarde tout cela, c'est comme un arc-en-ciel. Et je sens en vous ces couleurs de la persévérance, de la résilience. Et c'est pas peu dire, parce que c'est un sujet qui est quand même assez difficile à traiter, mais je pense que tous les intervenants l'ont fait d'une manière très professionnelle, mais aussi ils ont pris des sujets qui étaient extrêmement difficiles et qu'ils ont réussi à l'amener à plus simple expression que même moi je peux comprendre, et c'est pas peu dire. Alors, encore une fois, comment dirais-je, je suis un peu ému là. Je sais que notre pays, il est confronté à des défis persistants dans le concert des nations. Mais nous sommes toujours là à nous battre pour avoir cette ascension et nous voulons faire partie de ce concert des nations, surtout dans le domaine de la technologie qui aujourd'hui, si on ne peut pas la suivre, nous allons être à la traîne parce que ce que l'on sait aujourd'hui dans le domaine technique, peut-être que dans 2 mois ou 3 mois, ce sera quelque chose qui sera obsolète. Vous avez tous des iPhones ou bien des Samsung, c'est le meilleur exemple. Vous allez l'acheter aujourd'hui, puis demain, ou après-demain, vous devez le changer. C'est pour ça qu'il nous faut être persévérants afin de continuer dans ce domaine. Et pour conclure, je dirais que l'Algérie a toujours défendu avec ferveur ses intérêts. Mais non seulement les nôtres, mais au niveau des instances internationales, je ne peux pas vous quitter
sans avoir une pensée pour ces enfants de Gaza, pour ces femmes de Gaza, pour ces vieillards de Gaza qui se font chaque jour tuer. Alors il faut avoir une pensée pour eux, et non seulement pour les Gazéens, pour la Palestine, mais aussi pour certains frères sahraouis qui sont sous le joug colonial de nos voisins de l'Ouest. Et encore une fois, l'Algérie ne fait que les défendre pour la justice, pour qu'ils retrouvent leur liberté. Alors sans plus attendre, je vous dis merci d'avoir été ici. Merci bien sûr au président, à Scanner qui a fait un excellent travail pour essayer de faire venir tout ce monde. Bien sûr, il y a toujours des choses que l'on peut corriger, mais en tout cas, il faut le remercier ainsi que Narimen. Encore une fois, bonsoir, bon retour et à très très bientôt à l'année prochaine. Merci. Merci à vous, Monsieur Sassi. Voilà, donc c'est la fin de cette deuxième édition de ce forum. On se donne rendez-vous pour l'année prochaine avec d'autres panels et toujours un engagement aussi fort, en espérant bien sûr que ce sera toujours à la hauteur de nos ambitions communes. Au revoir, à l'année prochaine.